Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, un marché qui naît aux alentours de l'échangeur de Godomain. Le milieu, autrefois craint par bon nombre de personnes, laisse aujourd'hui place à un bel espace d'échanges commerciaux et la vie s'y développe. On y voit des vendeurs de friperies et bien d'autres articles qui s'installent peu à peu afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Nous avons poussé notre curiosité pour aller voir l'ambiance qui règne sur les lieux. À quelques encablures de là, nous nous sommes intéressés aussi à la vie sur les parcs automobiles à Godomain. Et ce que nous avons constaté, c'est que derrière les conducteurs de taxi se cachent plusieurs autres acteurs comme les racoleurs et les responsables syndicaux. Un ensemble qui facilite aux usagers les formalités de voyage. C'est ce que nous dirons dans ce journal. Ulrich Ekwegaba et Rachid Soubérou. Et puis, nous parlerons de la médecine traditionnelle en page magazine. Nous irons surtout à la découverte d'un spécialiste de traitement traditionnel des fractures, déboîtements et entorses. Ce sera dans la ville de Parakou, plus précisément au quartier Borarou, dans le premier arrondissement. Un de ces gardiens de temple qui permettent à la médecine traditionnelle de résister aux menaces malgré l'infiltration des imposteurs dans le domaine. Nos guides en ont Lukman Oruchewu et Gobina Tumundago. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une vie se développe aux alentours de l'échangeur de Godomain. Là, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Le milieu, autrefois craint par bon nombre de personnes, laisse aujourd'hui place à un espace d'échange commerciaux. On y voit des vendeurs de friperies et bien d'autres articles qui s'installent peu à peu afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Tout se passe bien et chacun se cherche vaille que vaille malgré le contexte du coronavirus. Regardez. Alignés l'un après l'autre dans une discipline bien définie, ces revendeurs sont pour la plupart à la recherche du gain quotidien. Dans ce marché qui côtoie cette piste cyclable de l'échangeur de Godomain, dans la commune d'Abomey-Calavi, on y trouve tout. Sinon, presque tout ce qu'il faut pour s'habiller. Des chaussures, des chemises, des pantalons jeans et bien d'autres articles. Un marché de vente de friperies prisé par les usagers de ce tronçon. Je suis venu acheter quelques pantalons avec un peu de dessous. Nous qui n'avons pas les moyens pour aller dans les prêt-à-porter, tout ça là, au moins on s'en sert de ça pour faire truc là. Au niveau de l'échangeur Godomain là, c'est nous-mêmes qui avons créé un petit marché ici. Parce que c'est ça qu'on fait pour manger. Conscients de l'occupation illégale des lieux, ils assurent tout de même la propreté et la sécurité le long de l'infrastructure routière. Comparativement aux années antérieures, c'est une ambiance conviviale qui règne au sein de ce marché, au dire des revendeurs. Avant, il y a les gens désordonnés parmi nous ici. C'est ça que moi j'ai dit, ça ne peut pas passer. Parce qu'on ne connaît la personne qui est en train de passer là, on ne la connaît pas. Peut-être il y a le femme de ministre dedans, il y a le femme de député, on ne sait pas. La personne qui est en train de marcher à pied pour partir là, tu ne sais pas comment la personne est. Et tu vas commencer par crier pour l'inciter. C'est ça que nous, on a fait un réunion ici, on a supprimé ça là. C'est ici, on trouve l'argent pour manger. Tu comprends, non? Et si on commence à faire les choses qui n'est pas bon, à bord de les voir là, est-ce que le client va encore venir ici pour payer? La pandémie du coronavirus qui sévit dans tous les secteurs empiète également sur la bonne marche des activités par ici. On note entre autres la méfiance de la clientèle. Très peu se hasardent à s'approcher et à essayer les vêtements. Le coronavirus là, ils ont dit que les gens ne peuvent pas porter friperie, il y a virus dedans, donc c'est ça qui nous a cassé un peu. En fait, certains clients viennent parler qu'il y a corona, qu'eux ne veulent pas acheter friperie. Mais pourtant, on est dedans comme ça. Moi, je suis là, matin, là, j'ai trouvé un peu. Il n'y a pas la personne qui est venue aussi aujourd'hui pour voir, qui l'a dit, il n'est pas encore trouvé, jamais. Les soupçons d'insécurité ne semblent visiblement pas décourager les habitués des lieux. Ceux-ci, d'ailleurs, se disent prêts à extirper de leur rang les personnes de mauvaise foi, en collaboration avec la police républicaine et les autorités locales de l'arrondissement de Godomain. Voilà, visiblement, aucun secteur n'échappe à la crise sanitaire.
Nous sommes à Godomé et nous y restons, mais nous allons quitter les alentours de l'échangeur pour les parcs automobiles. Pour toute formalité de voyage, les usagers font souvent recours aux conducteurs de taxi, mais derrière eux se cachent plusieurs autres acteurs comme les racoleurs et les responsables syndicaux, un ensemble qui anime la vie des parcs. Une équipe de notre rédaction a décidé de passer une journée sur le parc automobile de Godomé pour vivre bien sûr l'ambiance qui régit le travail d'équipe de ces hommes. Le reportage est signé Ulrich Gaba et Rachid Soubero. C'est une journée ordinaire sur le parc automobile de Godomé qui est juste le collège d'enseignement général de la localité. Au bord de la voie, les racoleurs font la course aux passagers. L'objectif est de vite charger les véhicules. Dès que nous garons la voiture sur le parc, ce sont les racoleurs qui s'activent pour nous trouver des clients. Nous allons à la rencontre des passagers et nous demandons leur destination. S'ils ont des bagages, nous les aidons à les porter jusqu'au véhicule approprié et nous leur donnons le tarif du trajet. Ce qui est impressionnant dans le processus de chargement des véhicules est l'ordre établi par les responsables syndicaux. Les véhicules sont chargés en fonction de leur ordre d'arrivée et les responsables veillent scrupuleusement à l'ordre du tableau. Les véhicules sont enregistrés sur le tableau en fonction de leur ordre d'arrivée. Les premiers venus sont les premiers à être chargés et tout le monde est tenu de respecter l'ordre établi. Chaque chauffeur connaît son tour de chargement. Nous, les racoleurs, on se mobilise autour du véhicule qui est de tour et nous l'aidons à vite partir. Le chauffeur, quant à lui, reçoit les passagers qui lui sont amenés par les racoleurs. Le préalable est fait, il se contente de payer une commission à partager entre le syndicat et les racoleurs. Les racoleurs sont nos collègues chauffeurs sans véhicule. Donc, on leur trouve une petite commission en signe de gratitude. Mais entre nous, on se fait de petits gestes et tout le monde gagne un peu. Quand je travaille avec les chauffeurs, je gagne de petits sous. Et quand les clients sont aussi contents de ma prestation, ils me font de petits gestes. En cette période de Covid-19, les mesures barrières imposées par les autorités sont strictement respectées sur les parcs automobiles. Nous respectons ici les gestes barrières. Nous avons un kit de lavage des mains. Les chauffeurs ont aussi des gels hydroalcooliques qu'ils passent avant de monter au volant. On prenait 6 passagers, mais aujourd'hui, nous sommes limités à 3 passagers. Malgré cette synergie d'action, quelques problèmes continuent de miner la vie des transporteurs. Il s'agit du tarif non imposé par le gouvernement après la révision à la baisse du nombre de passagers pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il y a quelque temps, on chargeait au moins une dizaine de véhicules par jour. Aujourd'hui, c'est à peine qu'on charge 5 par jour. Et les clients peinent à payer les prix du voyage. Ils négocient tout le temps des réductions. Le carburant est cher et les frais des postes de péage ont été revus à la hausse. Nous demandons aux autorités de nous aider à fixer les tarifs des transports pour que la réduction de passagers cesse de peser sur nos bourses. Au-delà de ces préoccupations, la vie sur les parcs automobiles reste un jeu de rôle entre chauffeurs, syndicats et racoleurs. Les passagers ne sont ici que des marchandises chouchoutées par les 3 parties. Une seule préoccupation, faire en sorte que le passager soit satisfait de la prestation. Toute une chaîne donc. Abdou Rakib Yaya rempile au secrétariat général de l'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles. Il a une nouvelle fois bénéficié de la confiance de ses pairs
à l'issue du premier congrès ordinaire et statutaire. Des assises organisées après 5 années d'existence et d'activité et placées sous le thème « Synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications ». Geoffroy Mentan et Florent Dou nous font ici le compte rendu. Le bureau vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours. Abdulrakib Yahya rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'organisation syndicale des travailleurs de la compagnie béninoise des textiles, Ozitra CBT. Il a été réélu au poste de secrétaire général de l'Ozitra CBT durant ce premier congrès ordinaire et statutaire de l'organisation qui s'est tenu ce jeudi à Lokossa dans le département du Bono. Au nom des textes de l'Ozitra CBT, je m'engage dès aujourd'hui à respecter 1. Le statut, le règlement intérieur et le PV de la séance. Je prends l'engagement à vous transmettre tous ces documents pour votre appréciation. Abdulrakib Yahya vient de passer 5 ans à la tête des instances dirigeantes de l'Ozitra CBT. Ce premier congrès ordinaire qui le reconduit dans ses fonctions a été aussi consacré à la relecture et au toilettage des thèses du syndicat pour un nouveau départ. Bien vrai que les conditions dans lesquelles nous avons tenu le congrès n'étaient pas conformes à cause de la pandémie du Covid-19, mais on remercie Dieu qui nous a donné la santé. Je l'ai dit merci et je prends l'engagement à faire le travail convenablement. Ce rendez-vous s'est tenu autour du thème « Synergie d'action syndicale pour la satisfaction de nos revendications ». L'Ozitra CBT est affilié à la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Une occasion pour le représentant du secrétaire général de cette confédération de faire le rappel de quelques principes. Le dialogue est un outil pour le développement. Il coûte peu, mais achète beaucoup. Vous n'êtes pas un syndicat pour faire lutte de guerre. Le syndicat est une structure pour le dialogue social. Le syndicat n'est pas une structure de décision. C'est une structure pour le dialogue social. Nul ne peut mieux juger seul que plusieurs réunis. Ensemble, on est plus fort. Et le dialogueur, c'est celui-là qui ne se fâche pas. C'est celui-là qui attire. S'il bute, il reporte. Il revient. Il va à la charge. Il discute. Il va trouver la solution tôt ou tard. Nous souhaitons beaucoup de courage au nouveau bureau installé. Et force à eux. Et bon travail et du courage. La CBT, Compagnie béninoise des textiles, est une entreprise multinationale installée à Lokossa. Elle opère dans la transformation de coton et la fabrication de textiles. Vous avez problème Des femmes élues conseillères communales dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines à l'école de la loi sur le code foncier domanial. C'est à la faveur d'un atelier d'orientation organisé en début de semaine à Parakou pour mieux les informer sur les nouvelles dispositions contenues dans cette loi afin d'éviter les conflits domaniaux à l'avenir. L'initiative a bénéficié de l'appui technique du projet propre de la coopération allemande GIZ. Daryl Meriga Fagla pour les détails. Les femmes élues conseillères communales de l'Alibori, du Borgou et des Collines reçoivent ici des notions essentielles sur le processus mis en place au Bénin dans le domaine du foncier. Il s'agit d'un atelier d'orientation pour la mise en œuvre d'une action de promotion du genre et de l'accès de la femme à la terre rurale. L'Union des femmes élues communales a reçu beaucoup de plaintes de ces militantes à la base qui se voient dépouiller abusivement des droits sur les terres qu'elles exploitent. Parfois, c'est des terres pauvres que les femmes occupent. Elles réhabilitent pendant 1, 2, 3 années et après, c'est les propriétaires qui reviennent
pour vous arracher ces terres-là. Au vu de cela, l'UFEC a inscrit désormais dans ses tests la thématique foncière pour accompagner les femmes à avoir un accès sécurisé aux terres. Ce qui a rencontré l'assentiment du propriétaire qui a décidé d'appuyer cette union dans cette initiative. Les discussions tournent autour des contenus des différents modules de sensibilisation qu'il faut amener sur le terrain pour que le droit de chaque individu en termes de gestion de la terre soit reconnu aussi bien pour les propriétaires que ceux qui détiennent les droits d'usage selon les dispositions de la loi, le Code foncier domanial en République du Bénin. Nous avons abordé de façon spécifique l'attestation de détention coutumière comme étant un acteur, un instrument de sécurisation des droits de nos parents en milieu rural, surtout. Et nous essayons au cours de cet atelier d'expliquer cette démarche-là aux acteurs élus de l'UFEC et les animateurs qui seront sur le terrain pour qu'à leur tour, ils puissent voir, dans la mesure du possible, comment ils accompagnent les communes pour que les demandes de sécurisation des droits fonciers à travers les contrats types et les attestations de détention coutumière puissent se faire de façon groupée pour alléger la tâche à tous les acteurs. Les participantes à cet atelier d'orientation repartent aguerries des notions reçues. Elles s'engagent désormais à apporter la bonne information dans leurs communes respectives en matière de gestion de la terre. Tout ce qui est lié au foncier sont en train de nous en parler. Parce qu'aujourd'hui, les données ont changé. Ce n'est plus comme avant, où si tu as un domaine ou bien si tu as une parcelle, tu en fais ce que tu veux sans acte légal, et ce qui amène des problèmes, des conflits au niveau des familles, au sein des communautés. Et pour nous informer de ce qui se passe maintenant. Rien n'est plus comme avant. La loi l'oblige aujourd'hui. Et que ce soit le vendeur et l'acheteur, ça ne peut pas se vendre entre les deux personnes. Surtout, la formation a été axée sur l'ADC, l'attestation de détention coutumière. C'est une attestation qui sécurise les parcelles. Les femmes élues conseillères communales de l'UFEC ABC comptent mener désormais la lutte ensemble avec les élus locaux dans le règlement des conflits domaniaux et assurer la quiétude des propriétaires terriens. Oui, en somme, prévenir les conflits domaniaux dans les communes du pays. Malgré l'invasion de la science et de toutes les réalités de la modernité, la médecine traditionnelle continue de résister au Bénin. Et vous allez le comprendre après cette découverte. Elle concerne surtout un spécialiste connu pour son efficacité dans le traitement traditionnel des fractures, déboîtements et entorses. Et c'est dans la ville de Parakou que nous l'avons déniché grâce à nos reporters Lukman Orucheou et Gomina Tumudago. Regardez. Alphonse se tient debout à l'aide des béquilles en bois qui lui servent de support dans ses déplacements. Mais quelques semaines en arrière, cette position lui était presque impossible. Victime d'un accident de circulation, cet homme, la quarantaine environ, a eu une fracture au fémur gauche. J'ai fait l'accident et mon cuisse s'est cassé. C'est de là que je suis venu ici. Mais j'ai trouvé la satisfaction. Je suis en train de marcher. C'est donc une amélioration sanitaire pour lui au bout d'environ 2 mois de traitement. Un traitement traditionnel dont seul le maître praticien a le secret de la composition du produit utilisé. Comme lui, plusieurs autres personnes victimes de fractures, déboîtements ou entorses. Et c'est lui, Akwaki Moru, un quinquagénaire spécialisé dans le domaine de traitement traditionnel des fractures par héritage. Ce travail qu'il est en train de faire, il a hérité ça. Il a hérité le travail qu'il est en train de faire là. Ce n'est pas venu de lui-même, c'est ses grands-parents qui faisaient ça. Pour ça, son domicile est érigé en centre de traitement où affluent des centaines de personnes chaque année en provenance de divers horizons. Vous avez quitté où? J'ai quitté à Cotonou. Ah bon? Oui. Comment de Cotonou pour Parakou? C'est mon oncle qui a dit que j'ai fait l'accident là. Il est venu là-bas pour me voir. Il dit que ça de venir au Parakou. C'est lui qui m'a amené ici. Je ne sais pas si je vais être debout pour
au moins appuyer le pied comme ça. Ce que moi je vois là, c'est le Dieu qui l'a donné seulement. C'est le travail de Dieu. Des témoignages d'autres patients révèlent que l'écho d'Imoro Akpaki se répand un peu partout, ce qui a d'ailleurs permis à Sani Machoudou qui, lui, après le tour de quelques centres de santé suite à une fracture de sa clavicule droite dans un accident de circulation, a opté pour des soins traditionnels. J'étais d'abord allé à l'hôpital, mais avant d'aller, quelqu'un m'a parlé du vieux, qui a un vieux à Parakou, plus précisément au quartier Borarou. Et les gens m'ont donné des preuves. C'est comme ça que j'ai choisi de venir ici pour me faire traiter. Vous êtes venu, ça fait combien de temps? Je suis en train de faire pratiquement 36 jours aujourd'hui. Est-ce que vous avez satisfaction? J'ai eu une très grande satisfaction puisque les premiers jours, disons les 3 premiers jours, sincèrement, même pour me coucher, c'est difficile. Il faut des gens qui doivent me tenir derrière. Pour me lever aussi, c'est un problème. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'arrive au moins à marcher le bras valant. Du Nigeria, les gens viennent, on va dire de l'extérieur, des hôpitaux. Les gens viennent, ils sont fatigués des traitements de là-bas, ils viennent ici et ils trouvent guérison. Les gens quittent Tangueta et maintenant, ceux de la ville Parakou aussi viennent et des environs. L'ayant hérité de ses parents, Akpaki Imoro compte léguer sa connaissance et méthode de soins ancestrales et traditionnelles à ses progénitures. L'ethnomédecin implique déjà ses enfants, quel que soit leur niveau intellectuel, dans le seul but de perpétuer l'héritage de ses pères. Il dit que, comme il l'avait dit tantôt, c'est de l'héritage et que ce n'est pas lui qui le fait, c'est Dieu. Mais il a ses propres enfants qui sont avec lui ici. Bien vrai qu'ils sont des élèves, ils sont des apprentis, mécaniciens et autres. Il arrive à leur expliquer de la manière que lui aussi il est en train de faire ce travail-là. Parce que ses aïeux, ses grands-parents, ses papas ont fait ça. Ce sont eux qui l'ont montré comment il faut le faire. À lui maintenant aussi de remettre cette même compétence-là aux enfants. Il a développé une collaboration avec les acteurs de la médecine moderne pour des analyses, notamment la radiographie, en cas de doute. Si quelqu'un veut dire que c'est la fracture, que lui aussi n'est pas sûr de cette fracture, il leur dit d'abord d'aller à l'hôpital, se consulter, se voir à la radio si effectivement c'est la fracture. Alors, si on confirme que c'est la fracture, il dit alors au patient de venir là, il continue son travail. Dans ce registre, sur 3 années successives, on dénombre un peu plus de 1000 patients traités chaque année. Si en 2019, 1011 personnes ont été enregistrées, pour 2020 en cours, le nombre de patients est déjà à plus de 600. D'aucuns se déplacent et d'autres sont hébergés dans ce domicile au 1er arrondissement de la cité d'Akoburu. Oui, comme quoi la médecine traditionnelle a encore beaucoup de vertus. En sport, le Bénin vient de franchir une étape décisive dans l'organisation des 50e championnats du monde de pétanque. Le pays a présenté hier samedi à la face du monde la mascotte de la compétition. L'événement a réuni tous les dignitaires de la discipline à l'échelle internationale. On va faire le point avec Akine Ousseini et Elvis Tonoukouan. Tiendra ou ne tiendra-t-il pas? La justesse de cette inquiétude procède du long processus ayant précédé la cérémonie de ce jour. Cotonou sera sous les feux de la rampe en 2022 à l'occasion des 50e championnats mondiaux de pétanque. L'événement qui nous réunit ce jour est l'aboutissement heureux d'un travail de longue haleine qui a connu les bons soins de hautes personnalités ici présentes. Un adage dit: lorsque vous venez à ramasser le fruit d'un grand arbre, il faut rendre hommage au vent. Ce jour, l'hommage sera rendu à 3 têtes, à un vent à 3 têtes. Le rendez-vous est d'envergure. Les différents acteurs tiennent pour défi la bonne organisation. De la Fédération béninoise de pétanque à la Confédération africaine des sports boules, en passant par le ministère des Sports et la Fédération internationale de pétanque géoprovençale, Cotonou 2022 revêt un double challenge. Contrairement à ce qui se disait par le passé, l'essentiel étant de participer, je pense que l'essentiel n'est pas de participer. Parce que nous avons un double challenge. Le premier, c'est de réussir à faire oublier
les 49 précédents championnats par la qualité de l'organisation que nous allons mettre en place. Ensuite, le second, c'est que le trophée va rester à Cotonou. Le défi de l'organisation, justement, tient ses actes forts de la cérémonie qui consacre ce 8 août la présentation de la mascotte. Du lancement et la présentation de la mascotte des compétitions ce jour, samedi 8 août 2020, à la tenue effective du championnat en 2022, qui nécessite la construction d'un boulodrome de normes internationales par des architectes et ingénieurs français. Il y a encore un long chemin à parcourir, un chemin 7, qui exige de toutes les parties prenantes abnégation et sacrifice. Les dés étant en train d'être jetés pour la tenue à Cotonou au Bénin du mondial de pétanque en 2022, il y a lieu de maintenir la veille. Et c'est l'idéal olympique qui finira d'inspirer le président Idrissou Ibrahima. Toujours plus vite, plus haut, plus fort. Oui, et le projet qui prend progressivement corps. En marge de cette cérémonie, le président de la Confédération africaine des sports boules a rendu hommage au gouvernement béninois pour son implication dans l'organisation de ce 50e championnat du monde de pétanque. Écoutez ici Idrissou Ibrahima sur des propos recueillis par Hakim Ouseni et Elvis Atonoukwa. Ce jour, samedi 8 août 2020, bien lever un coin de voile sur le strict respect de l'engagement de la République du Bénin à abriter le prochain championnat du monde de pétanque, effectivement en 2022. J'ai donc le sentiment que nous sommes arrivés à bon port et je voudrais féliciter particulièrement du haut de cette tribune le très dynamique Monsieur le ministre des Sports, Osvaldo Meki, pour son implication personnelle et l'attention soutenue dont il a fait preuve depuis le dossier de candidature du Bénin, à travers lui, le président de la République du Bénin, chef de l'État et du gouvernement, son Excellence, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour sa clairvoyance et pour sa vision du rôle que peut jouer le sport dans le développement d'un pays. Déjà, son programme d'action PAG 2016-2021, il disait en substance, citation, le gouvernement de la République du Bénin entend faire du sport un véritable outil de développement humain, social et économique, et que cette orientation favorisera le talent et le rayonnement du Bénin au plan international. Fin de citation. Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.